Vaincre Tcheba pour aller de son côté. Vous savez que Tcheba a été assassiné. En réalité, il a été assassiné parce qu'il était, comment on va dire, comment on appelle ça là, collaborationniste. Il était traité de collaborationniste avec les Français parce qu'à un moment, effectivement, il a appuyé les Français. Donc, les gens de Ségassou vont se débarrasser de lui pour faire venir son frère qui est beaucoup plus dur et strict envers le blanc. Vous voyez, donc la France a utilisé cette politique de diviser pour régner. Voilà. Il a divisé toutes ces républiques, toutes ces petites royautés, tous ces petits rois, et elle a essayé de profiter d'elle. Okay. Donc ça, c'est historiquement deux points qu'il faut retenir. Que, en fait, historiquement, les Blancs sont venus à une période où on était très faible. On était divisés. Secondo, il a utilisé cette division contre nous. Et Tierso, au-delà de la politique de diviser pour régner, il y a un autre aspect, un autre phénomène qu'il faut retenir et qui se passe jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est le blanc a utilisé nous-mêmes, contre nous-mêmes, pas seulement les royautés, mais les civils, si on peut dire, entre guillemets, les populations. C'est-à-dire, ils ont utilisé des Maliens, des Soudanais, des Sénégalais pour combattre d'autres Maliens et d'autres Soudanais, en termes militaires même. Par exemple, tout le monde sait que quand Archinard est venu à Ségou avant de prendre la ville de Ségou, il a dû s'allier avec certains Toucouleurs, certaines familles Toucouleurs qui sont très bien connues jusqu'au jour d'aujourd'hui à Ségou. On se connaît là-bas entre nous, qui a aidé Archinard à recruter derrière le fleuve et à pénétrer sur Ségou. Donc ce n'est pas à Ségou seulement, c'est partout. Donc c'est les Noirs qui ont prêté main forte aux Blancs pour combattre les autres Noirs, pour leur révéler tous leurs caches, tous leurs secrets et tous les chemins qu'il faut. Donc, et cet élément collaborationniste continue aujourd'hui à travers tous ces Maliens qui sont en train de coopérer avec les Blancs. Vous voyez, non? Ça vient sous d'autres formes, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'il est assez important qu'on sache que ces problèmes, on l'a depuis le premier jour où les Blancs étaient venus chez nous. Et ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui, sous d'autres formes, comme la colonisation continue sous d'autres formes. Bon, donc ça, c'est deux points que je voulais souligner au niveau du contexte historique, sans aller dans les détails. Voilà, là où on est tombé. Bon, on va dire pourquoi l'Empire du Mali a chuté. C'est très important de comprendre, mais je vais parler de ça au niveau de l'annihilation culturelle. Mais ce qui est sûr, si on regarde très bien dans notre histoire, on sait qu'il y a eu des tentatives réelles de développer ces pays. Ne serait-ce qu'avec Kankou Moussa. Sundiata, on sait, il a centré sa lutte contre l'esclavage, mais Kankou Moussa a placé son règne sous le développement économique de son empire. Et surtout les rayonnements historiques, politico-culturels et historiques. C'est pourquoi il a créé l'université de Gao et l'université de Tombouctou. Il y avait une université à Gao aussi. Sankoré, là, c'était une université. Donc, il a mené une université à Tombouctou. Il a fait venir des grands professeurs du monde entier. Parce qu'à l'époque, c'est Andalousie qui était la capitale du monde. Et les grands professeurs de l'université de Tombouctou ne viennent que d'Andalousie. C'est des Arabes andalousiens que Kankou Moussa a acheté et qu'il a fait amener à Gao et à Tombouctou. Il n'a pas seulement amené les professeurs, mais il a amené les architectes. Il a amené d'autres types de savants. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kankou Moussa a vu la nécessité de développer l'école, si on peut dire entre guillemets, les études, parce qu'il a vu que son peuple est illettré et il va falloir changer cette donne pour que son pays puisse être à la hauteur. Et ça, ce sont des tentatives qu'il va faire. Mais on va bien comprendre que la cour de Kankou Moussa, ce n'était pas fréquenté que par des Malinqués. Il y avait beaucoup d'Arabes. Kankou Moussa avait des conseillers étrangers, notamment parmi les Arabes. Ibn Battuta a séjourné dans le palais. Donc, c'est des gens qui ont dû lui expliquer, leur faire comprendre comment le monde fonctionne. Et il a bien compris aussi. Et c'est pourquoi il va entreprendre tous ces voyages pour explorer, pas seulement pour aller prier à la Mecque, hein, c'est pour voir le monde, explorer et voir ce qu'il peut amener chez nous. Donc, on ne peut pas dire que nous, en tant qu'Africains, Malinqués, Maliens, qu'on manque d'initiatives ou de perspectives ou de pensées créatives. On n'en manque pas. On en avait. Voilà. Donc c'est juste pour dire que cette étape-là a été interrompue et bien sûr on va tomber un peu dans l'obscurité et sensiblement que le blanc arrive.
Donc c'est très important qu'on le comprenne, que notre premier défaut, c'est le manque d'idées, le développement culturel, qui n'était pas très bien assuré, que les empereurs du Mali ont voulu développer, mais qui a été coupé en cours de route. Okay. Donc ça, c'est très important qu'on les retienne. Parce que aujourd'hui, on vit la même chose. Si Kankou Moussa, en 1400, au XIVe siècle, il va chercher des savants pour venir éduquer son peuple, nous, on fait 30 ans, on déchire notre école, on tire carrément notre école. Vous voyez, c'est pourquoi j'amène ces parallèles-là, historiquement, ce qui peut nous... Donc, c'est pour dire que depuis le XIVe siècle, nos ancêtres ont vu le besoin de formation des ressources humaines sur ces pays, l'importance sur ces territoires. Et nous, au XXIe siècle encore, on laisse tomber cet aspect. Donc, on est carrément aujourd'hui le contraire de Kankou Moussa. Donc, historiquement, c'est très important. Et deuxièmement, les Blancs nous s'est servi de nous pour nous combattre un à un. Depuis 1800 jusqu'en 2021. Et ça va continuer. Donc, ces deux aspects sont importants. Donc, maintenant, les exploitations. C'est-à-dire, historiquement, voilà comment les Blancs, les facteurs qui l'ont fait, qu'il a facilement pu rayer. Il y en a plein d'autres, hein, mais je trouve que historiquement, il est important de rappeler ces deux points-là. Pas seulement ces deux, mais pour moi, ces deux points. Ensuite, maintenant, en termes d'exploitation. Quand le Blanc va venir, il va s'installer. Et quand il va s'installer, vous allez voir que d'ailleurs, les premiers traités que les Blancs cherchent à négocier avec nos rois, c'est des traités commerciaux. C'est la liberté de pouvoir voguer avec les marchandises sur le fleuve Niger, sur le fleuve Sénégal. C'est ça. Voilà. Donc, le Blanc, il est venu avec quelque chose, une idée claire et nette que ces territoires-là, il va les exploiter. Et quand il n'arrive pas à avoir tous les accès commerciaux, toutes les facilités commerciales dont il a besoin, il fait la guerre pour l'avoir. C'est ça la colonisation. Donc, et dès qu'il va s'asseoir définitivement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va désorganiser nos cultures. Il va nous amener à cultiver pour lui. C'est là il va introduire les cultures vivrières dont il a besoin pour exporter, notamment le coton. Le Mali, on avait transformé le Mali presque à chantier de production de coton. L'Office du Niger a été conçu, créé et a commencé avec le coton, pas les riz. Le coton, c'est le coton qu'on produisait à Nyono. C'est le coton. Et ça a été conçu pour ça, pour pouvoir alimenter les industries françaises. Il n'y avait rien d'autosuffisance alimentaire là-dedans. Voilà. Donc, l'arachide, il a transformé les bassins du Sénégal en bassin arachidier. C'était pour les besoins de la métropole, de production d'huile. Voilà. OK. Quelle autre culture vivrière il a mis? Toutes les autres cultures, hein. Même le premier gouvernement de Modibo a continué un peu sur ça, avec les trucs comme OACV, Datigou, comment on appelle ça, le sésame, la production, sésame, voilà, la production de ça dans tous les villages, voilà. Les opérations, voilà, les opérations avec OPAM, avec OACV et tout ça. Donc Mouro aussi a continué un peu sur ça, et en délaissant les cultures vivrières. Et c'est ce qui est à la base de l'autosuffisance alimentaire. Nous, on n'est pas l'autosuffisance alimentaire l'insuffisance alimentaire, je vais dire comme ça, qui existe aujourd'hui au Mali, est toujours liée à ce problème. Même aujourd'hui, si on prend la culture, l'un des grands greniers du Mali, le grand grenier, c'est le pays de Mont, c'est le cercle de Baraouli, et puis la région de Sikasso, une partie de la région de Sikasso, notamment le cercle de Yamfola, Bougouni. Bon, aujourd'hui, ces coins-là sont un peu minés. Par exemple, si on prend Sikasso, c'est miné par la CMDT. Donc, on cultive au profit du coton. On ne cultive plus à manger. Voilà. Donc, et ça crée du déficit sur le marché. Sikasso produisait du petit mil, Sikasso produisait du sorgho, Sikasso produisait du riz fluvial, Sikasso produisait du poisson. Mais avec la CMDT, on a tout abandonné. On te donne le coton, tu fais le coton et on te donne le maïs hybride. Voilà, et tu as 40 jours, tu les sèmes et puis ça pousse de lui-même. Tu n'as pas à désherber. Tout le temps que tu as, tu dois le consacrer au coton.
Donc, finalement, ça va créer les déséquilibres alimentaires, les déficits sur le marché. C'est-à-dire que ça ne va pas compléter les riz et les mils provenant du pays de Gabon et de l'Office du Niger. Okay? Donc, voilà des conséquences que le blanc va introduire, les cultures que le blanc va introduire, et cela va créer automatiquement l'insuffisance alimentaire. Parce qu'on est plus concentré sur la production de consommation, mais plutôt sur la production de cultures entières. Donc, ça, il commence par ça, et systématiquement, et toutes les infrastructures qu'il va installer seront faites en fonction de ses besoins en culture vivrière. Le chemin de fer Dakar jusqu'à Koulikoro, c'est fait pour pouvoir ramener le coton, hein, parce que les bateaux peuvent circuler de Ségou jusqu'à Koulikoro, et même le chemin de fer, c'était jusqu'à Markala, normalement. Donc, c'est pour transporter les matières vivrières vers le port de Dakar. Ça n'a pas été fait pour nous arranger. Le port de Markala n'a pas été fait pour arranger les Maliens, mais c'est pour pouvoir produire le coton pour la France. Et ensuite, on a vu également, même les écoles qu'on va créer, c'est pour pouvoir former des auxiliaires qui peuvent aider les Blancs à prendre des notes, à enregistrer des choses, des trucs administratifs, des données sur le nombre de coton qui a été exploité, ou un peu sur les données de santé, voilà. Donc le Blanc avait juste besoin de quelqu'un qui pouvait l'aider à faire ce petit travail d'auxiliaire. Et c'est comme ça on va créer les écoles pour pouvoir former les indigènes, pour pouvoir appuyer le Blanc. Donc, bref, toutes les infrastructures économiques, culturelles et sociales qui ont été créées sous la colonisation ont été créées uniquement dans le but de servir la métropole. Et le drame, en termes d'exploitation qu'on va voir, ça c'est les 2 guerres mondiales. On va recruter massivement les Africains, on va dépeupler l'Afrique totalement. Parce que pendant les 2 guerres mondiales, on ne connaît pas les chiffres, mais ça peut aller au Soudan seulement, Mali, Niger, Sénégal, ça peut aller dans les 200 000 hommes, sinon plus, qui ont été mobilisés pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale pour aller se battre en France. Et ceux qui sont retournés ne sont qu'à peu près 20%, sinon un peu moins de 20%. Les 80% sont restés, sont morts au nom de la France. Voilà. Donc, imagine, chaque famille devait donner un bras valide. Des jeunes de 18 à 19 ans. Et on a vu des cas, beaucoup d'anecdotes même sont liées à ça. On a vu des familles où il n'y avait que 2 personnes. Donc vous allez donner une personne, l'autre va rester ici, l'autre va aller se battre au fond. Voilà, donc ça c'est démographiquement comment la colonisation va jouer sur nos ressources. Maintenant, ce dont on n'a pas parlé et qui serait très très difficile de parler lors d'une conférence de ce genre et que j'ai mis un peu en veille, que je vais le mentionner et qui est le pire de tout, ça c'est l'aliénation mentale et culturelle. Voilà. Les dégâts culturels. Ça, si on entre dans ça, ça doit faire l'objet peut-être d'une autre conférence à part. Donc culturellement, on nous a fait comprendre que nous ne sommes rien, nous n'avons pas d'histoire, tout ce que nous avons, c'est des, comment on appelle ça? C'est des futilités, c'est des subversions, c'est des, voilà, ça ne sert à rien, notamment notre pensée culturelle, notamment notre savoir-faire local, notamment notre maîtrise écologique, toutes nos stratégies, toutes nos politiques, politiques, économiques et sociales, on a mis de côté. Tout a été mis de côté et l'Africain abandonné et laissé. Et l'école a été créée, n'a pas été créée pour ça seulement, mais c'est l'un des objectifs de l'école pour nous faire comprendre que tout ce qu'on apprend à l'école c'est ça et le reste c'est du faux et ça ne nous sert pas. Voilà. Donc, et là, cela a été très très détrimental, parce que cela a fait de nous des gens totalement aliénés, qui ont même des difficultés de comprendre ce qui se passe avec eux et chez eux. Voilà. Donc, au niveau de l'aliénation culturelle, il y a un point qu'il faut comprendre, qui est théorique, mais qu'il faut beaucoup analyser. C'est-à-dire qu'on est tellement aliénés, on est aliénés jusqu'au point où nous-mêmes nous doutons que nous sommes aliénés. C'est ça qui est, c'est ça.
Parce que tu peux sortir de quelque chose quand tu sais que tu es dans une difficulté. Mais quand tu ne sais pas que c'est un problème, mais comment tu vas t'en sortir? Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui se passe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les Africains ne lisent pas, les Africains ne cherchent pas réellement à comprendre ce qui s'est passé. Alors qu'on peut bien expliquer et c'est très compréhensible. Et c'est à partir de là qu'on pourrait vraiment dépasser cette aliénation culturelle. Voilà, donc ça c'est au niveau de la nation culturelle que je trouve qui doit constituer le thème d'une conférence à part. On peut aller par volet et voir. Mais le message clé ici, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on est aliéné et sans le savoir. Mais chaque jour, on apprend que non, ça je ne connaissais pas. Ça je ne savais pas. Ah oui, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il est très important que tous les Africains fassent une introspection, s'arrêtent et se posent la question, ok, ça fait 100 ans que nous on pense à côté. 100 ans, nous sommes de l'eau, on nous fait comprendre que nous sommes un café. Et on reste café alors que c'est l'eau qui est là, qui est en train de rouler ici, et on ne voit même pas. Donc c'est un peu ça. Donc, maintenant, au niveau de l'exploitation, je vais clôturer par ça. C'est très important et ça aussi je le mets en dernier point. Ça c'est le franc CFA, la monnaie. Mais pourquoi je le mets en dernier point? Parce que tout simplement, c'est pour vous dire que en fait le blanc, même avant de venir chez nous, il a tout calculé. Tout a été réfléchi, savamment réfléchi, bien monté et mis en œuvre. Une stratégie très bien réfléchie, méticuleusement, systématiquement mise en œuvre comme telle est réfléchie à la métropole. Nous avons vu que l'histoire du franc CFA remonte à la compensation des esclavagistes. Les gens qui venaient nous prendre ici pour aller nous vendre. Quand on a arrêté l'esclavage, ils ont dit qu'ils font des pertes. Donc il faut payer les pertes qu'ils ont. Donc c'est en ce moment qu'ils ont créé un fonds pour pouvoir payer les anciens esclavagistes. Et c'est ce fonds qui a été restructuré pour devenir le franc CFA. Donc dès le départ, tu sais que le franc CFA, ce n'est pas un outil conçu pour nous. Parce que c'est fait, c'est un outil qui a été créé pour récompenser celui qui nous a mis en esclavage. Parce qu'il ne pouvait plus nous vendre, donc il fait une perte, il faut le compenser. Bon, donc c'est ce CFA-là qui va continuer, qui va devenir notre franc, avec toutes les conditions et toutes les conditionnalités que vous connaissez et que vous savez très bien. Et c'est ce CFA-là qui continue jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, qui continue de nous dominer. Il est très très difficile de comprendre que 15 ou 16 pays se font exploiter par une monnaie qui en réalité n'existe pas, qui est presque comme un faux billet, et qu'on les fait vivre pendant 60 à 70 ans sur du faux billet. Et toutes leurs économies on rafle parce que c'est l'instrument majeur de raflement, si on peut dire, de nos ressources et de notre travail. Okay? Donc, ce CFA-là, ça a été instauré depuis le temps de la colonisation, ça existe. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est un instrument qui a permis aux Blancs de maintenir sa mainmise sur nous et sur nos ressources. Et c'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Bon. Donc ça, c'est les différents points que je voulais juste souligner pour engager les débats. Mais en dernière position, j'avais posé quand même la question de l'opportunité, des opportunités. Est-ce que la colonisation fut une opportunité? Oui, tout n'est pas négatif là-dedans, même si ça a été conçu pour nous massacrer, nous exploiter, tout ce qu'on veut. Mais il y a eu des avantages là-dedans. Le premier avantage, c'est l'école toujours, qui a été fait pour détruire nos cultures, mais au moins à l'école, on a appris certaines choses et on a appris un peu de sciences. Et les sciences, elles sont universelles. Et personne n'a le monopole du savoir. Voilà. Mais sauf que nous, on n'a pas su bien utiliser cette opportunité pour pouvoir nous libérer.
Donc, on devait utiliser beaucoup plus, après la première, deuxième génération, les intellectuels devaient commencer à bien réfléchir et à voir comment se libérer. Ils l'ont fait, on ne peut pas dire qu'ils ne l'ont pas fait. Modibo l'a fait, il a tenté, mais ça a échoué. Donc aujourd'hui, pourquoi je parle de ça comme opportunité? Parce que les mêmes problèmes se posent aujourd'hui. C'est-à-dire que, est-ce que nous, avec les savoirs qu'on a appris à l'école, est-ce que ce savoir nous permet aujourd'hui, nous a permis de nous démarquer? Est-ce que ce savoir peut nous aider à sortir? Et sinon, comment profiter de ce savoir et de ce savoir-faire d'aujourd'hui pour pouvoir marquer les pas, les points? C'est ça, je crois, ce qui est le plus important. Donc, je le pose en termes de perspective future. Aujourd'hui, nous sommes tous allés dans la, si on prend dans cette salle, nous sommes tous allés à l'école, on a fait des doctorats, on a fait des maîtrises, on a fait des licences en technique, en sciences, en technologie. Et ce sont ces savoirs-là qui devaient nous aider à aller de l'avant. Voilà, donc c'est l'unique opportunité que moi je vois au niveau de la colonisation qu'on peut bel et bien utiliser aujourd'hui pour revenir vers notre histoire, connaître et comprendre notre identité, savoir ce qui nous arrange aujourd'hui en termes de gestion politique, administrative et économique, et maintenant comment développer davantage ça. Donc ça c'est la perspective, l'opportunité que je vois que nous devons saisir. Donc pour ne pas trop parler, je crois que le format c'était de donner juste quelques idées et laisser les autres aussi compléter, enrichir. Donc je m'arrête là. Merci beaucoup, M. Diallo. Je crois que ça a été une intervention très riche, brève, hein, mais très riche en informations. Et je crois qu'il a vraiment embrassé, n'est-ce pas, dans sa totalité du terme proposé ici, la colonisation et ses conséquences en Afrique, notamment au Mali. Donc j'ai retenu aussi quelques points. Je vais aller très vite pour aussi donner la possibilité aux autres d'intervenir, parce que le temps presse. Il a parlé effectivement des causes de la colonisation, et pour lui, il dit que cette colonisation continue encore jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui est vraiment lamentable. Et il a parlé effectivement de l'installation progressive des entreprises coloniales et les opportunités effectivement que cela a entraîné aussi. Et il a posé la question, qu'est-ce qui a favorisé la colonisation? Il a parlé effectivement de la chute des empires, la décomposition féodale, les contradictions internes entre les différents rois, n'est-ce pas? Mais il y a aussi la résistance, n'est-ce pas, non? Et je crois qu'il a très peu parlé de la résistance, de l'âge martal, n'est-ce pas, de qui encore là, de Bayamba, n'est-ce pas, de même Samori. Il y a eu effectivement ces résistances aussi qui sont opposées effectivement à la pénétration coloniale. Alors, les Blancs ont exploité notre division pour nous coloniser. Ils nous ont mis entre nous-mêmes, effectivement, nous nous sommes combattus entre nous-mêmes. Voilà effectivement des expressions qu'il utilise. Et il a utilisé les populations elles-mêmes contre elles-mêmes. Et pourquoi il a effectivement souligné les trois types de développement lorsqu'il a parlé surtout de Kankou Moussa, n'est-ce pas, qui a invité les savants d'Andalousie, l'Andalousie c'est en Espagne, n'est-ce pas, et qui sont venus un peu partout, effectivement, pour asseoir la culture, la connaissance, effectivement, en Afrique. D'où la nécessité de développer l'école. Donc lui, il a pensé à cela, ça c'était des opportunités à saisir. Mais il a dit qu'effectivement, cette étape-là a été interrompue et nous sommes encore tombés dans la colonisation, dans la désuétude. Je vais aller vite. Moi, j'ai retenu surtout ce qu'il a dit de l'école. J'avais soulevé effectivement une idée qui a été dite par exemple, Jean Surel Canal dans son livre là, l'Afrique noire, occidentale et centrale. Il dit, pour la colonisation, l'instruction était un mal nécessaire. On s'efforcera donc de limiter sa diffusion au minimum strictement indispensable. On donnera aux agents subalternes une formation purement française. On les convaincra de la supériorité exclusive de cette culture européenne.
et on leur fera croire qu'ils ne pourront jamais atteindre le niveau de la civilisation millénaire des Blancs. Voilà, donc effectivement, vous voyez un peu comment alors, cet enseignement de la langue française était fait en tout cas chez nous en Afrique. Il a parlé de quelque chose de très grave, l'aliénation mentale et culturelle. Moi, je souligne plutôt ici la question qui a été soulevée par Hegel dans la philosophie de l'histoire, où il a divisé le monde en deux parties, le monde historique et le monde ahistorique, et l'Afrique faisait partie du monde non historique. Voilà. Et l'Égypte, pour lui, n'appartenait pas à l'Afrique. Donc, vous voyez, effectivement, c'est parti depuis là aussi, mais ça, c'était encore au XVIIIe siècle. Notre professeur Abraham David Soler nous a dit que si Hegel avait vécu un siècle plus tard, il n'allait pas dire la même chose parce que la science, effectivement, n'était pas développée en ce moment pour qu'il puisse comprendre cela. Voilà. Mais ils nous ont détruits, non seulement par rapport à nos savoirs et nos savoir-faire, et tout ce que nous savions a été mis de côté. Et c'est pour cela aujourd'hui, il apparaît l'expression quand même très courante de la mondialisation. Aujourd'hui, on dit la mondialisation, c'est un auteur qui l'a dit, c'est l'expression courtoise de la recolonisation. La mondialisation est devenue l'expression courtoise de la recolonisation. Et donc vraiment, nous sommes dans cette situation-là aujourd'hui. Moi, j'ai voulu dans le domaine de l'art. On parle aujourd'hui de l'art contemporain. Et l'art contemporain ne présente que ce que les Occidentaux veulent voir. Et ce que les critiques d'art occidentaux veulent que nous fassions, c'est ce que les jeunes artistes africains font aujourd'hui pour que leurs œuvres puissent être payées par les Occidentaux. Donc ils sont obligés d'aller dans ce sens-là et ils font ce qui est étranger à notre propre compréhension. Donc c'est pour cela que notre art n'est même pas compris par notre propre population. Donc nous sommes dans ce domaine. Et voilà, donc je vais continuer rapidement. Et Diallo a parlé effectivement des opportunités. La colonisation aussi a eu des opportunités. L'école notamment, la science. La science c'est ça. Bon, donc je crois que ça a été très important. On utilise effectivement cette liberté, on a aussi cette opportunité aussi pour nous libérer. Donc, vous voyez que nous sommes là en train de parler en français aujourd'hui. Et dans la Constitution de 92, l'article 25, c'était de la Constitution, qui dit que le français est la langue d'expression officielle. Et là, c'est très grave. Et quand nous pensons à cela, nous ne comprenons pas à quel point nous sommes anéantis sur le plan culturel. Lors d'une conférence à l'Institut français, j'ai posé la même question aux Occidentaux, aux Français. J'ai dit, s'il était écrit dans la Constitution française que la langue officielle de la France était le Swahili, j'ai préféré dire Swahili pour ne pas dire Bambara ou Pelwa. J'ai dit, bon, mais effectivement, j'ai dit que ça allait ressembler à une pyramide qui repose sur le sommet pour effectivement reprendre la situation de Cheikh Anta Diop. Donc c'est très grave. Et aujourd'hui, on a été obligé de dire que le français est la langue du travail. Mais il fallait juste dire la langue véhiculaire, quoi. Dans certains pays, on parle plutôt de la langue véhiculaire. Et ça, c'est même le français utilisé comme langue officielle même était c'est une attaque à la culture locale africaine. Nos translangues maintenant sont maintenant considérées comme des langues officielles. Mais ça ne suffit pas. Il fallait avoir le courage. 13 langues, voilà, 13 langues comme des langues officielles. Mais il fallait avoir le courage de prendre une langue la plus parlée, la plus utilisée. Moi, je pense que c'était ça, le courage, quelque part, nous a manqué par là. Donc voilà, je vais terminer par ça. Et je remercie beaucoup Diallo vraiment de nous avoir entretenu effectivement sur ce thème très riche. Et vraiment, je vous donne finalement la parole. Merci beaucoup. Voilà. Qui veut parler? Je prends les noms de ceux qui veulent intervenir. Ouattara. Voilà, Voltaire, rappelle-moi ton nom. Voilà, tellement que tu es célèbre en Russie là, on t'appelait Voltaire. Voltaire, voilà, ok. Ensuite, Ouattara aussi. Ouattara aussi, pas Ouattara, mais Ouattara. Oui, je vais écrire Ouattara aussi. Non, je ne sais pas dire, mais je dis Ouattara. Oui, oui, c'est Amidjat à l'autre là, c'est Amidjat. Amidjat à Ouattara. Ah bon, c'est ça, oui, c'est bien ça. Voilà. Bon, nous avons 4 intervenants. On peut prendre un 5e. Ça va? Ok. What? Ok, merci. Vous avez la parole. Monsieur le modérateur. Moi, je vais commencer par remercier et féliciter les conférenciers pour avoir accepté d'aborder un thème qui en soi porte à discuter. C'est très courageux. Et l'exercice a bien réussi. L'exercice a bien réussi. Parce que nous avons quand même été édifiés
Ah, le micro. Ah oui, d'accord. Je disais que je remercie le conférencier pour avoir accepté d'aborder le thème de la colonisation, un thème assez vaste. Mais il a su cerner le thème pour pouvoir donner le maximum d'informations dont nous avons besoin. Et moi, je pense qu'il a dit, on va répéter, toute colonisation ne peut avoir que des conséquences négatives. La colonisation en soi est un acte hostile. C'est un acte hostile, sinon un crime. Sinon un crime. C'est comme ça que moi je vois la colonisation. Donc je ne veux pas rentrer sur ce que ça peut avoir comme conséquences négatives sur nous. Mais je vais prendre en compte ce que le conférencier lui-même a pu trouver comme apport à notre culture. Et ça, c'est quoi? Il a dit que s'il avait eu des opportunités. Effectivement, il répond par oui, il y a eu des opportunités. Je suis vraiment d'accord avec lui qu'il y a eu vraiment des opportunités. Et c'est pourquoi, moi, j'aurais plutôt voulu, pour une prochaine fois, que les débats portent sur ces infrastructures. Notamment le cas du Mali, il y a eu des infrastructures que le colonialiste a laissées sur place. Maintenant, moi, la grande question que je me suis posée et que je continue à me poser, qu'est-ce que nos dirigeants d'après indépendance ont pu faire de cette infrastructure? Deuxièmement, il nous a appris aussi que notre pays avait des universités, notamment à Gao et à Tombouctou. Or, aujourd'hui, la plaie de notre société, c'est l'école. Qu'est-ce qu'on a fait pour donner la suite à ces universités-là? Tombouctou était vraiment célèbre dans le temps. Tombouctou était très, très célèbre. Est-ce qu'on a donné, après les indépendances, est-ce qu'on a donné l'importance à Tombouctou? Moi, je me rappelle encore, quand j'étais conseiller du ministre de l'Éducation, c'est les Sud-Africains qui viennent nous aider. C'est les Sud-Africains qui viennent nous aider pour vraiment réhabiliter les fonds de Tombouctou. Là, pour moi, c'était une honte. Honnêtement, j'ai vécu ça comme une honte. Bon, même si on le glorifiait comme quoi, c'est le bon rapport avec un pays africain, c'était bien. Mais pour moi, c'était une honte. Ces manuscrits restent toujours là-bas. Ces manuscrits d'une valeur incommensurable restent inexploités jusqu'à nos jours. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une petite intervention sur la corruption, la gestion de la corruption à Tombouctou, à travers les manuscrits de Tombouctou. Vous savez qu'il y a eu des cas de corruption, des gens qui étaient très riches, qui étaient très corrompus de la ville de Tombouctou, qui avaient été saisis par les gouvernements, les biens ont été saisis. Les procès-verbaux existent dans la bibliothèque de Tombouctou. C'est la corruption. Merci. Donc, en gros, je voulais porter mon intervention sur ce qu'on a pu faire de ces infrastructures-là aujourd'hui. Et ça reste en tout cas encore d'actualité dans nos pays. Qu'est-ce qu'on a pu faire de ces infrastructures? Il a parlé à un moment de Modibo Keïta, le régime qui avait suivi juste après la colonisation. Il y avait combien d'entreprises au Mali? Mais où sont-elles aujourd'hui, ces entreprises-là? Bon, ça, c'est des questions que nous devons nous poser, nous, en tant que Maliens, qui veulent vraiment le développement de ce pays. La colonisation, vraiment, elle a été pire, je reviens là-dessus. Mais laissons-la aujourd'hui et essayons de voir comment avancer, qu'est-ce qu'on peut tirer de positif encore dans cette colonisation. Moi, c'est ce qui importe aujourd'hui, pour moi. Et demander que le Mali prenne ça en charge pour que la colonisation soit considérée comme un crime contre l'humanité. Les Français en ont parlé, mais ils ne vont jamais aller jusqu'au bout. Christian Taubira, en France, a pu faire de l'esclavage un crime contre l'humanité. Alors cherchons à faire de la colonisation un crime contre l'humanité. Moi, je sais ce que je vais m'arrêter là. Okay. Merci. Merci. Cette intervention très riche. Monsieur Samaké, professeur Samaké, vous avez la parole. À la suite de Ouattara, je crois que je vais saluer le conférencier. Cette intervention pertinente qui a quand même permis de camper le sujet.
et d'éclairer l'opinion sur les causes de la colonisation, les opportunités qu'elle a pu créer et la conséquence, la principale conséquence qui est l'aliénation culturelle. Bon, je crois que la colonisation, c'est 64 ans déjà derrière nous. Hein. Ça dit-on, hein. On a été indépendants. Mais quelle gestion pour en venir à ce que Ouattara a dit, nous avons nous-mêmes fait cette indépendance. Est-ce que nous-mêmes, réformer des Blancs, on n'a pas expliqué les Blancs eux-mêmes par rapport à notre pays? Parce que je ne suis pas d'accord avec tous ceux qui s'agitent aujourd'hui pour dire que c'est la France. Ce n'est pas la France qui vient de 250 milliards chaque année dans l'économie malienne. Ce sont les Maliens. Et ça continue. C'est plus haut. Mais regardez les infrastructures qui ont été construites là aujourd'hui. Notre pays fait face à quoi? C'est les routes. Alors si on avait pu faire une bonne exploitation de notre position géostratégique, aujourd'hui le Mali serait la Suisse. Parce que nous sommes un don de Dieu, frontière avec 7 pays, dont 2 du Maghreb et 5 l'Afrique au sud du Sahara. Le Mali peut valablement demander aujourd'hui à intégrer la Ligue arabe, pourquoi pas? 2 tiers de notre territoire se trouvent dans cette zone. Mais qu'est-ce que nous-mêmes, les différents régimes qui se sont succédés, nous avons fait de potentiel de notre pays? Mandela le disait, quand on veut tuer une nation, on commence par son éducation. Est-ce qu'en 91, nous étions peut-être naïfs? On a suivi, on n'a pas sacrifié l'éducation pour le pouvoir. La preuve est là. Nous sommes les anciens, la Russie, en tout cas beaucoup qui sont là aujourd'hui, mais les autres nations nous envient là. Hein? Déjà, depuis la faculté préparatoire, le niveau des Maliens, aujourd'hui, je suis professeur à l'université, mais tu ne peux pas corriger les fautes. Tu corriges personne à la moyenne. Et finalement, le social même est tellement arrivé là que les étudiants cherchent jusqu'à tu loges, hein, pour aller négocier, les parents et autres. Bon, quel avenir vous voulez construire avec ça? Et il ne s'agit pas de dire on va décoloniser. C'est l'esprit d'abord qu'il faut décoloniser. Tant qu'on continuera à penser que tout ce qui vient de Paris, c'est ça la référence, parce que le développement c'est quoi? Mais le développement c'est quoi? Aucun État de ce monde-là, nous sommes les complexés, aucun État de ce monde n'a encore atteint le développement. Alors, si le Mali veut s'inspirer du modèle de développement russe pour dire qu'il va aller dans ce sens, mais on a tout faux. Nous n'avons pas les mêmes ressources que la Russie. Nous n'avons pas les mêmes ressources que la France. Nous n'avons pas les mêmes ressources que les États-Unis. Nous devons penser nous-mêmes notre propre développement en fonction de nos capacités réelles et comment arriver à un modèle intégré qui puisse nous permettre d'avoir une valeur ajoutée par rapport au reste de la sous-région. Ce n'est pas qu'on ne réfléchit pas, hein, mais on ne va pas au bout de nos réflexions. Aujourd'hui, quelle est la valeur ajoutée que nous avons par rapport en termes d'atouts concurrentiels? C'est notre agriculture et notre élevage là. Mais nous sommes l'un des rares pays qui continue à vendre le bétail sur pied, non? Mais vous connaissez le sous-produit de l'abattage? Hein? Mais allez-y à Tériabou, la biomasse qui produit l'électricité là-bas, c'est quoi? C'est les animaux de là-bas. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est quoi? C'est pas le problème de l'énergie. Hein? Dit-on, il faut 309 milliards pour le reste de l'année. Mais si on avait
de grands abattoirs frigorifiques ici. Bon, les sous-produits de l'abattage au moins auraient pu nous permettre d'avoir ne serait que les 100-200 mégas. La production annuelle de notre pays, c'est 500 mégas. Donc, c'est que je veux bien, je suis descendant de Sundiata, mais si je n'ai pas fait mieux que Sundiata, j'ai honte de moi-même. Donc, il est temps que les gens prennent conscience de cette nation. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Le colon a fait ce qu'il pouvait faire pour essayer de nous aliéner. Mais nous sommes nous-mêmes beaucoup plus aliénés parce qu'on est arrivé même à la privatisation de l'État. Moi, j'appelle les choses par leur nom. On est arrivé à la privatisation de l'État. Aujourd'hui, tu ne connais personne. Bon, nous les enseignants, mais tu ne prends pas à ta dimension, tu prends la dimension du citoyen lambda. Mais regardez l'état de nos infrastructures sanitaires aujourd'hui, de santé. Donc, c'est vrai que la colonisation a laissé beaucoup d'états, mais les différents régimes qui se sont succédés n'ont pas eu conscience. Parce qu'on ne peut pas laisser à ces gendarmes-là, on sait, le système de Bretton Woods, pourquoi il a été mis en place. C'est pourquoi nous sommes allés dans les mêmes universités que ces gens-là, pour pouvoir apporter la contradiction. Mais j'ai comme l'impression qu'on s'est assis, bon, tout ce que le FMI dit, c'est bon. Sinon, comme un pays en développement dans les années, vers la fin du régime de Moussa, on est venu nous dire de fermer nos instituts de formation, les mettre à la retraite, et ça a même créé beaucoup plus de désastres que ça n'a résolu. Parce que l'argent qui a été donné à ces maîtres-là, on a pensé que ceci serait allé créer des écoles privées, étant déjà la boîte pour pouvoir renforcer la capacité, en tout cas le niveau de l'enseignement. Mais à qui appartiennent les écoles privées aujourd'hui? J'en connais qui ne savent pas ni lire ni écrire, et pourtant qui sont promoteurs d'écoles. Mais ça, c'est pour assassiner l'éducation. Comment ils ont fait pour avoir l'agrément? Bon, tout ça, c'est le colon qui est responsable. Il faut qu'on s'interroge nous-mêmes des acquis que nous avons eu par rapport à la colonisation. Mais un pays comme, comment dirais-je, Singapour, ils étaient au même niveau que nous, aux indépendances. Aujourd'hui, nous, on n'a pas su adapter ce que nous avons appris dans les autres universités à notre culture. J'en connais qui, quand ils vont au village, ils vont avec ça. Parce que jusqu'à présent, nous-mêmes, dans notre subconscient, on pense que fait Mabo Paris, fait Mabo Londres. Au moins, c'est ça la biométrie là. Moi, à chaque fois que j'ai l'opportunité, j'ai dit aux Blancs, mais vous ne pouvez pas vouloir d'une chose de son contraire. La biométrie, ça veut dire quoi? La différence avec laquelle Dieu nous a créés. Je suis différent de toi, et donc je ne pourrais absolument jamais être un occidental. Peut-être dans 100 ans, ça viendra ici, on va peut-être le légaliser, parce que ce sont nos gens eux-mêmes qui vont signer ces accords-là à travers des accords internationaux biaisés. Il ne viendra à l'idée d'aucun chef d'État aujourd'hui de dire que c'est pourquoi on a mis dans la Constitution que le mariage est entre un homme et une femme. Parce que vous voyez ce qui se passe au Ghana aujourd'hui, non? Ils ont adopté une loi contre le LGBT, mais il y a un décaissement de 4 milliards de la Banque mondiale comme aide budgétaire sur les 3 prochaines années, si le président promulgue la loi ou t'a dit. Quel chantage! Donc, vraiment, il faut que notre école, si au départ, il a construit la citoyenneté,
aujourd'hui, l'école, je vous parle en tant que professeur, n'est plus le lieu de la construction de la citoyenneté. Je crois que vous êtes mon collègue. Hein? Nous, on exerce dans la violence extrême. Mais je crois que le ministre Kansai a été courageux, mais il n'est pas allé au bout de son courage. Hein? Nous, quand on était étudiants, avec 7,98 de moyenne, tu étais renvoyé. Moyenne d'exclusion. Mais c'est avec cette maintenant que les gens passent. Avec la complicité des autorités, y compris ceux qui sont là aujourd'hui. Même s'il y a eu le courage. Parce qu'ils sont devenus des outils de manipulation. Mais les parkings, ils ont signé, non, pour Amenana étudiants là. Galolo, c'est au niveau de l'Université des sciences juridiques et politiques à Amenana. Mais à l'AFD, prix de parking, c'est 250 000 francs par jour. Parking moto. Mais multiplie dans l'année, étudiant pour gérer un tiobechi et professeur qu'on a choisi maintenant. Moi, je mets 5 ans pour mettre de l'argent à côté pour avoir la France là. Mais vérité, tu peux y aller là. Bon, frère, français, non. Donc, à un certain moment, hein, le franc CFA, ben, tant qu'on est dedans, on ne pourra pas se développer. Sans sera bidrou, le tout, calpa, ma belle tungra la comarcano. Et qu'on est n'inga démarre à développer autant bidrou là. Observe que soit bien. Mais bon, c'est les conditions qu'on nous a imposées pour aller à l'indépendance. Mais aujourd'hui, ce qu'il a dit, ben, la mondialisation, c'est quoi? C'est une forme de revenir. Comme le travail forcé, hein, on va acheter tout ce qui nous appartient. Aujourd'hui, tous ceux qui vont en Côte d'Ivoire disent que Ouattara a travaillé. Oui, c'est vrai. Goudron, il y en a qui. Immeuble bon, ils font, il y en a, mais quand Ouattara il est là. Quand Ouattara il est là. Mais aujourd'hui, nous, quand on était gosse en Côte d'Ivoire avec 1000 francs, tu pouvais manger plusieurs jours. Aujourd'hui, avec 1000 francs, tu ne peux pas prendre le petit déjeuner à Abidjan. Abidjan, c'est devenu à peu près comme l'Occident. L'inflation, le coût de la vie est tel qu'il veut mis sur le bas de Boundéo. Il veut mis sur le bas de Boundéo. Donc, il n'y a pas de retenue. Est-ce que c'est vers ce modèle de développement que nous, on doit partir? Donc, à mon avis, la colonisation nous a fait beaucoup de mal, hein, parce que l'aliénation culturelle, c'est par là que je vais terminer. Hein, parce que l'école ne créant plus la citoyenneté, on a la chance d'avoir le vice-président de la commission de défense ici. Bon, il y a 368 000 jeunes qui ont déposé leur candidature là, pour être sous le drapeau. Bon, à que je cherche, il y a à peu près, il y a seulement 5 000 qui vont être recrutés. Hein? Bon, 9 000. Bon, le reste, c'est un contingent important. Hein. Vous savez, le pays est sous-peuplé. Hein. On peut créer une forme de service civique. Tout n'est pas lié à l'argent. Hein. Hein? Pour Taoudini, Kidal, Menaka, bon, les zones difficiles de Caille, même si vous les faites sortir par groupe de 1000, hein, en tout cas, nous, on a compris les valeurs de la société, parce que moi, je n'ai pas été circoncis à l'hôpital. On était à Serakoué, quoi. En 70, on était 22. Bon, moi, je suis le 23e, hein? Donc, en un mois, on peut quand même apprendre des valeurs, comment dirais-je, à ce reste-là, qui peuvent être les soldats, les réservistes et les soldats de la refondation. Parce que vous parlez de refondation en n'oubliant l'explosion démographique. En 1996, le Mali, ça faisait 9 millions d'habitants. Bon, en fait, au Tabalgache, en tant que citoyen, que je dise aussi ce que je pense. Aujourd'hui, nous sommes 23 millions. Ça voudra dire qu'à peu près 10 millions sont nés
au temps de l'anarchie institutionnelle. De 1991 à maintenant, on a tout fait sauf la démocratie. J'en fais partie, hein, mais j'ai toujours dénoncé. Parce que la dérogation ne peut pas être le principe. Or, aujourd'hui, le pays est géré par dérogation. J'en ai fini. Merci. Donc, le deuxième Ouattara va intervenir, monsieur. Voilà. Avec un grand plaisir. Après, comment dire, parler après Voltaire, c'est toujours difficile. Je pense qu'en Union soviétique, surtout, hein, quand on faisait les âgés de Liam Smith, après Voltaire ou bien Adi Georges, c'était toujours difficile. Hein? Ah, poussez-nous, oui, oui. Donc moi, avant tout, d'abord, permettez-moi quand même de féliciter le conférencier qui, à pied levé, a remplacé quelqu'un. Ce qui fait preuve d'un professionnalisme vraiment à féliciter. Ça veut dire que c'est un vrai professionnel, parce qu'en un si peu de temps, venir exposer comme ça, surtout devant un tel parterre, c'est très courageux quand même. C'est un vrai professionnel. Voilà. J'espère que M. Diallo, on doit vous féliciter. J'espère que c'est un vrai Pelou ou bien c'est un Ghana, je ne sais pas. Hein? D'accord, d'accord. Donc vraiment, moi quand même, ça m'a plu. Bon, pour la pénétration coloniale, je pense qu'il y a un côté quand même qu'on n'avait pas souligné, c'est le dépeuplement de l'Afrique après la traite négrière. C'est un facteur aussi qui a facilité cela. Donc, je pense que tout avait été dit. Ce qui m'intéresse maintenant, peut-être parler un peu, vous avez parlé du franc CFA. Bon, je pense que le franc CFA, c'est un thème très complexe. Parce que pour nous, financiers, on a une autre lecture. Parce que à sa naissance, le franc CFA, c'était surtout, De Gaulle a imaginé ça surtout pour échapper aux emprises des Américains qui voulaient imposer leur monnaie après ce que les Allemands avaient imposé comme monnaie, qui faisait que un Deutschmark, ça faisait 17 ou 20 francs français comme ça. C'était pour facilement payer voilà, les biens des Français. Mais à sa jeunesse, le franc CFA était plus fort que le franc français. Oui, parce qu'un franc CFA, ça faisait à peu près 1,7 francs. Après, c'était devenu 2 francs. Pourquoi? Parce que les colons étaient les seuls détenteurs des richesses. La France était très pauvre en ce moment. La France était en faillite. Donc les colons ont dit que c'est eux qui vont financer l'économie française. Donc c'est eux qui ont posé leurs conditions. Le franc CFA était plus fort que le franc français. Mais le problème, c'est quoi? C'est lors des indépendances. De Gaulle s'est remémoré que les Allemands ont voulu payer pour ne pas dire qu'ils vont confisquer les biens des Français. Ils ont imaginé un panier de relations entre le Deutschmark et le franc français. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont dit que donc, un franc français, ça fait 50 francs CFA. C'est venu d'où? Ce n'est pas venu d'un calcul économique ou quelque chose comme ça. C'était fait sciemment pour piller nos économies. Et donc c'est comme ça, en 1962, ils ont créé la BCAO, dont le premier gouverneur fut un Français, Robert Gillian. Donc, ça les appartenait. Nous, quand on utilise l'argent, parce qu'en finance, un État, vous vous dites souverain, c'est vrai, mais c'est de votre souveraineté de choisir la devise que vous voulez utiliser, la monnaie que vous voulez utiliser. Mais la loi de la monnaie même dit que il vous revient de choisir votre monnaie. Mais la monnaie que vous avez désignée, cette monnaie est soumise à la loi du pays qui imprime cette monnaie. Donc, si nous, on utilise le franc CFA, qui imprime le franc CFA? C'est la France. Donc, même si on dit que la politique monétaire appartient à la Banque centrale, cette Banque centrale BCAO qu'on a, mais c'est une filiale de la Banque de Paris.
Donc leur politique monétaire est là-bas. Il suffit seulement de faire une comparaison aujourd'hui entre, par exemple, l'Europe, qui a une monnaie commune aussi, qui est l'euro, et le franc CFA. Mais quelle est la différence? Nous, on a une banque centrale dont après peut-être des remous, les panafricains, tout, ils ont changé les statuts en 2019. Bon, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Mais ce qu'il aurait dû faire, c'était de se pencher, de prendre l'exemple sur l'eurosystème. L'eurosystème, c'est quoi? C'est la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales. C'est eux qui forment l'eurosystème. Parce que chaque pays a gardé sa banque centrale, alors que nous, on n'en a pas. Donc c'est l'eurosystème qui permet que la politique monétaire est divisée. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne, son rôle généralement, c'est quoi? C'est de veiller à ce que les banques centrales nationales aient de la liquidité. Donc la politique monétaire maintenant dépend des banques centrales nationales qui appliquent ce qu'on appelle l'open market. C'est-à-dire que c'est eux qui font les refinancements. Bien sûr, c'est la Banque centrale européenne qui désigne les taux de refinancement. Mais ce sont les banques centrales nationales qui fournissent les banques de second rang à liquidité. Donc ça, c'est prêt chaque semaine. Les taux marginaux aussi, c'est eux qui le font. Ils font les interventions directement sur le marché. Alors que nous, ici, on n'en a pas. Vous voyez, même après la levée des sanctions, nos banques ont des difficultés à se refinancer auprès de la BCEAO. Alors que c'est le rôle de la BCEAO, parce que c'est la Banque centrale qui crée la monnaie. C'est elle qui doit financer nos banques de second rang quand ils ont besoin de liquidité. Mais ils n'en ont pas. Le Mali est en difficulté aujourd'hui. Donc, bon, tout ça, c'est un thème, si on va en parler, ça va prendre du temps. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais souligner, pour quand même attirer l'attention du professeur sur le fait qu'aujourd'hui, les temps ont changé. Je peux vous assurer que notre état-major général des armées, il y a vraiment des têtes valables là-bas. Aujourd'hui, fonctionne en totalité tout ce que vous pouvez connaître sur la doctrine militaire. Avant, ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, ce sont des projections sur 25 ans, 30 ans, 50 ans. Donc, même nos acquisitions que vous voyez, on le fait en fonction des besoins immédiats. On ne le fait pas seulement pour montrer nos muscles ou quelque chose comme ça. Non, on le fait en fonction des menaces qui sont là. Et ces gens réfléchissent de jour à jour comment sécuriser le pays. Donc on l'explique que comme ça, bon, la France va nous désigner quelque chose, et ainsi de suite. Vous avez vu que les coopérants français ne sont plus au sein de notre dispositif. Voilà. Donc même l'accès aux informations est limité aujourd'hui. Si ça n'a pas rapport avec vos activités, même si vous êtes un haut gradé, vous n'avez pas accès à des informations très sensibles aujourd'hui. Donc comme c'est un début, on doit avoir de la patience. Je pense que ça va aller sur ces plans. Et pour l'éducation, je suis d'accord avec vous que ce qui se passe chez nous, c'est lamentable. Moi, peut-être si j'ai fait l'éducation, je n'ai pas voulu aller enseigner. J'ai enseigné un peu, mais je n'ai pas voulu. Le monde financier m'intéressait beaucoup plus. Mais ce qui se passe au Mali, il faut qu'on trouve un remède. Effectivement, ce n'est pas la faute de la colonisation. C'est nous-mêmes que nous complainons dans cela. Même le fait que nos richesses là sont exploitées. Moi, quand je suis venu, quand j'ai vu des économistes ici, ils nous disent non, l'or du Mali n'appartient pas au Mali, ça appartient aux multinationales. Pourquoi? Parce que ce sont les multinationales qui sont crédibles sur le marché international, c'est eux qui peuvent lever les fonds. Ce qui est faux et archi faux. Parce que si quelqu'un est crédible sur le marché international, c'est l'État d'abord. Parce que l'État ne disparaît pas. Alors qu'un multinational, c'est une association, ça peut disparaître du jour au lendemain. Donc le degré de confiance n'est même pas la même chose. Donc c'est un des documents que nous avons eu ici, que nos cadres auraient pu eux-mêmes faire ce qu'on appelle les IPO, Initial Public Offering, c'est-à-dire que c'est l'introduction à la bourse. Et nous-mêmes, on aurait pu aller chercher l'argent et venir exploiter nos mines. Nous, on a donné... Hein? Oui. Mais qui a appelé ces multinationales? C'était prêtement. C'est de ça que je parle. Le rapport de l'audit minier. Oh, moi,
J'attends aussi. Parce que vous savez, si vous voulez aller au début même, en 1985, les réserves là ont été découvertes. Et c'est le fonds français, là, comment on appelle ça, FD ou bien, avec l'État malien, c'est eux qui avaient financé ça. Mais Moussa Traoré, comme le cours de l'or était très bas, on n'a pas pu trouver les moyens pour exploiter ça. C'est après ça que nos démocrates ont pris, ils ont donné à un Sud-Africain qui n'avait rien du tout. Ce monsieur n'a jamais eu une mine quelque part dans le monde. Mais il travaillait dans les mines, il connaissait le système. Il est venu, il a pris nos documents, il est parti, il a trouvé des gens qui sont très influents dans les bourses, qui ont fait des publications, dont ils ont monté l'IPO dont on a parlé là. Et tout de suite, à la bourse, ils ont eu des cotations et ils ont pu lever à peu près 200 millions de dollars, ainsi de suite. Et ils sont venus. En 2021, ils ont commencé à exploiter notre or. Et déjà en 2011, ils avaient comme revenu 1 milliard et 400 et quelques millions de dollars. Donc, est-ce que ces gens n'avaient pas déjà amorti leur investissement? Mais encore, on les a donné des exonérations sur l'importation du pétrole et beaucoup de choses. Et il fait une année même où l'État a accordé 60 milliards d'exonération à ces mines-là et l'État a eu comme revenu 35 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire venez exploiter notre or et on vous donne encore de l'argent. Voilà. Et dites merci. Donc tout ça, c'est nous-mêmes. Ce que vous avez dit, c'est vrai. Maintenant, c'est nous-mêmes. On n'a pas à indexer quelqu'un. Quand on a voulu maintenant, on a chassé la France, non? Il a fallu du courage, de la volonté. Il a fallu du courage, de la volonté. Parce que la souveraineté même, c'est une question de volonté. Comme le professeur le sait, j'ai oublié le juriste français, lui le FIR. Il dit que la souveraineté, j'ai oublié comment il a formulé ça, que c'est tout ce qui relève, c'est-à-dire que c'est de n'être obligé que par notre propre volonté. Voilà. Voilà, que la souveraineté, c'est de n'être déterminé et obligé que par notre propre volonté. C'est tout. Donc si on parle de souveraineté, comment on peut permettre que chaque fois il y a quelque chose, on va dire c'est la France ou autre chose, alors que ce sont nos cadres là qui sont ici. Comme vous savez, par exemple en Russie, comme on parle de Russie, il y a un moment, quand Poutine est venu au pouvoir, qu'est-ce que Poutine a fait? Il a dit que tous ceux qui veulent être ministres là, il ne veut plus savoir qu'ils ont des immobiliers à l'étranger ou bien des comptes à l'extérieur. Si tu veux les garder, tu quittes ton portefeuille de ministre et c'est tout. Parce qu'il a su que tant que ces gens auront des avoirs là-bas, ils seront sujets à des pressions et lui, il ne pourra pas les contrôler. Alors que nous ici, il faut voir ça. Qu'est-ce qu'ils font? À chaque week-end, ils vont se reposer où? C'est pas dans les villages là. Même en Côte d'Ivoire, ils vont se reposer dans leur village. Mais chez nous, leur village, c'est où? C'est au Canada, c'est aux États-Unis, ainsi de suite. Donc vraiment, je remercie encore le docteur Diallo pour son exposé. C'était très brillant. Merci beaucoup. C'est votre éclairage. Là, M. Keitama. Merci bien, monsieur le modérateur. Je pense que tous les soucis que j'avais plein de soucis que je voulais soulever. Mais j'avoue que mes deux prédécesseurs, Voltaire, M. Ouattara et aussi l'autre Ouattara, c'est comme si vous avez marché sur ma langue. Franchement. Moi, je dis d'abord, c'est vrai, il y a eu la colonisation. Il y a 60 ans, on a fini avec la colonisation. On a fini avec la colonisation il y a 60 ans. Mais je dis aussi, l'Afrique noire n'est pas le seul continent qui a été colonisé. Si on voit l'Amérique latine, je pense qu'il y a les Espagnols qui ont colonisé pas mal de pays en Amérique latine. L'Asie du Sud-Ouest, il vient de dire d'autres pays qui étaient colonisés et qui étaient dans nos conditions ont décollé. Ils ont amorcé leur développement. Le Singapour, le Laos, le Vietnam, etc. Ils étaient tous colonisés.
Même l'Afrique du Nord, le Maghreb, ils ont été aussi colonisés. Même l'Afrique australe. Mais, oui, mais bien sûr. Je pense que nous devons aujourd'hui cesser de nous plaindre vraiment de la colonisation. C'est vrai, comme Watt l'a dit, on peut dénoncer comme crime contre l'humanité. Mais ce crime, il a été commis déjà. Il a été commis et il ne doit pas nous empêcher d'avancer. Ça ne doit pas nous empêcher d'avancer. Et comme vous l'avez dit, maintenant tout est dans nos mains. Notre développement dépend de nous-mêmes. Mais l'exposé du conférencier était clair. Si vous êtes aliéné et que vous refusez d'accepter que vous êtes aliéné, c'est ça le drame. C'est ça le drame. Comme disait Marx, accepter, c'est vrai, on vous a aliéné. Mais si vous-même, vous n'êtes pas conscient que vous êtes aliéné, moi je ne vais pas rentrer trop dans l'histoire. Aujourd'hui, le présent, le futur, qu'est-ce que nous devons faire pour avancer? Et les pays d'autres continents qui ont été colonisés, est-ce qu'ils se plaignent du CFA, de ceci, de cela? Écoutez, le CFA, effectivement, c'est une monnaie créée par d'autres puissances, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons réellement, comme on est en train de le faire, de nous défaire de cette mentalité coloniale maintenant. Il est temps. Il est temps. Il est temps qu'on se défaite de cette mentalité. Et nous avons plein de cadres aujourd'hui qui jurent de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, des partenaires techniques et financiers. Tant que vous ne parlez pas ce langage, je dis non, 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 le Mali même ne peut pas. Beaucoup ont démissionné, comme si nous n'avons plus de cerveau pour réfléchir à notre développement. Je suis du monde minier. J'ai été d'abord effrayé par c'est-à-dire que ces compagnies minières qui viennent exploiter l'or du Mali. Quand j'ai vu que le Mali n'a que 20% de part dans ces sociétés minières, et j'étais très fâché, très fâché. Je dis, mais les ressources appartiennent au Mali. Et ces sociétés minières qui viennent exploiter l'or du Mali amènent 80% et les 20% restent pour le Mali. Je dis, mais finalement, à qui appartiennent les ressources? La première question que j'ai posée à un représentant du ministère des Mines, encore lors des journées minières et pétrolières, depuis des années, depuis les premières journées minières et pétrolières, j'ai posé la question au représentant du ministère des Mines. Je dis, mais pourquoi le Mali ne détient que 20% de participation dans ces mines? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il dit, ouais, c'est une exigence de la Banque mondiale. Une exigence de la Banque mondiale. Une exigence de la Banque mondiale. Et c'est la Banque mondiale. Oui, il dit c'est la Banque mondiale qui nous empêche. Imaginez. Pourquoi ils ne font pas la même chose au Botswana? Hein? C'est la Banque mondiale qui nous empêche. Ils ne font pas la même chose en Tanzanie. Est-ce que tu es obligé réellement de suivre les instructions de la Banque mondiale quand il s'agit de tes propres ressources, de gérer tes propres ressources? Singapour a dit net à la Banque. Tu n'es pas obligé de les maintenir. Tu peux bien les remercier. Alors, et donc, je dis encore ce que vous avez dit, la mondialisation, comme cette forme déguisée de la même mise, ça continue. Ça, c'est la forme la plus
poli, comme quelqu'un l'a dit, de la colonisation. Les années 80 jusqu'à 90, on était dans quel programme? Programme d'ajustement structurel de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Programme d'ajustement structurel. Et maintenant, c'est la Banque mondiale qui viendra dire aux Africains, OK, le nombre de fonctionnaires, c'est trop chez toi, il faut diminuer. OK, cette usine, ça appartient à l'État, il faut fermer ça. Alors, vous, mais écoutez, on vient nous donner des leçons. Parce que tout simplement, ils ont de l'argent, et ils viennent, ils disent, voilà l'argent, mais cet argent sera dépensé comme nous on veut. Donc si vous voulez cet argent, voilà ce qu'il faut faire, il faut faire. Mais ce programme d'ajustement structurel, ça a marché dans quel pays d'Afrique? On a licencié, ou disons, on a mis à la retraite anticipée plein de fonctionnaires. Retraite anticipée. C'était pourquoi? Pour que nos économies puissent souffler. Mais montrez-moi dans quel pays d'Afrique ce programme d'ajustement structurel a marché. Ça a été l'échec total. Donc je pense qu'il est temps que nous-mêmes, maintenant, nous réfléchissons nous-mêmes et que nous prenions nos décisions nous-mêmes. Comme M. Ouattara l'a dit, au niveau de la défense, si nous-mêmes sommes en train de réfléchir et de prendre des décisions, cela doit être la même chose dans tous les secteurs. Nous avons des cerveaux. Nous avons fait les mêmes écoles que ces gens-là, comme vous le dites. Mais pourquoi c'est eux qui viennent de toujours nous imposer, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Donc ça veut dire que toi-même, tu ne veux pas accepter de quitter cette situation d'aliénation. Il y a des cadres aujourd'hui, si tu ne parles pas de Banque mondiale, tu ne connais rien. C'est vrai. Ouais, nos partenaires techniques et financiers, c'est eux qui disent, c'est eux qui... Vous voyez, on ne jure que ce que nos partenaires techniques et financiers disent, que ce que la Banque mondiale dit. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps que nous-mêmes, nous prenions notre indépendance intellectuelle maintenant? Franchement, je sais que le problème du Mali aujourd'hui, ce n'est pas la France, hein. C'est le Mali. Comme vous l'avez dit, c'est les Maliens eux-mêmes. Ce sont les Maliens eux-mêmes. Ce n'est pas aujourd'hui la France. Vous avez chassé Barkhane. Ou bien? Bien sûr. Comment cela a été possible? Comment cela a été possible? Mais c'est fait, non? Alors, donc ça veut dire que c'est faisable. C'est faisable. On a fait des analyses, on a mis en ligne leur incapacité à assurer la sécurité, à assurer pourquoi ils étaient venus. Je te dis, ce n'est que le courage intellectuel et politique de prendre son destin en main. Ce n'est que ça. Mais j'ajoute encore, nous avons parlé de souveraineté. Oui. Mais la souveraineté, si ça n'est pas basé sur... Le fondement n'est pas sur le travail, la souveraineté va éclater en éclat. Il faut qu'on se mette au travail. Et c'est ça qui manque aux Maliens aujourd'hui. Ça, je vous le dis. Notre échec... Non. Notre échec, ça viendra de là. Tu dis que tu es souverain, mets-toi au travail. Tu n'es pas souverain seulement, vous m'excusez les jeunes, autour du thé. Hein? On ne peut pas être souverain autour du thé. Ce n'est pas possible. Voilà. Dans mes interventions, j'ai dit toujours que Mouabaye avait acquis le papier du soufat et qu'on aura fait. Jamais. Et le PM est toujours fâché quand il dit ça. Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Moi, je vais faire une motion. Oui, c'est ça. Oui. Par rapport à l'Afrique n'est pas le seul continent à être colonisé. Oui. Les autres pays ont été colonisés. Et ça rejoint toujours le même point que vous êtes en train de développer, c'est vrai. C'est pourquoi je vais faire une motion là-dessus. Les autres pays qui ont été colonisés et qui ont pu aujourd'hui acquérir leur souveraineté totale sont des pays de l'Asie du Sud-Est. Tout à fait. Donc c'est la Corée du Sud, c'est Taïwan, c'est le Singapour, c'est le Vietnam, comme vous l'avez bien dit.
Mais ces pays-là, comment ils ont pu avoir leur souveraineté? Ces pays-là ont profité de la guerre froide entre les Américains et les Russes par rapport à la Corée du Nord. C'est ainsi que les Américains vont financer la Corée du Sud. Et à travers, ils vont donner pratiquement tous les marchés. Il y avait des bases militaires américaines en Corée du Sud, des bases militaires américaines au Japon après la Deuxième Guerre mondiale. Et tous les marchés de ces bases-là ont été donnés aux Chinois et aux Coréens et aux Japonais. Les premiers entrepreneurs japonais, là, ils ont eu leur argent avec les sous-settes, comme on dit, les kakis et les trucs de l'armée américaine. Parce que c'est ce que les Japonais ont exigé. Que si votre base est là, la nourriture de vos soldats, l'habillement, tout, nous prenons en charge. Maintenant, qu'est-ce que les Coréens ont fait en plus de cette situation? Tous ces trois pays de l'Asie du Sud-Est, ils ont développé trois politiques très essentielles, très importantes. D'abord, le manpower planning, on le dit en anglais, le développement des ressources humaines. Donc, ils ont d'abord réfléchi, comme il a si bien dit, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que nous avons besoin en termes de ressources humaines? Et quel sera le positionnement de notre économie? Et quel doit être le positionnement de nos ressources humaines? Là, ils ont pris la décision rapidement de développer les formations professionnelles. Les formations professionnelles. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect. Planification des ressources humaines. C'est ce qu'ils ont décidé. Donc, pourquoi les formations professionnelles? Parce qu'ils savaient que les entreprises européennes et américaines allaient déloger. Et quand ces entreprises vont déloger chez eux, ils doivent avoir la main ouvrière qualifiée pour pouvoir travailler dans ces usines et jongler le chômage et puis ouvrir de meilleures perspectives. C'est la première des choses qu'ils ont fait. Seconde chose, ils ont développé l'industrie alimentaire, l'industrie textile et l'industrie alimentaire. C'est tout ce qu'ils avaient comme avantage comparatif à l'époque. Tout à fait. N'est-ce pas? Et troisième, ils ont appliqué une politique stricte de lutte contre la corruption, jusqu'à l'exécution. Tous ces trois pays, que ce soit Corée du Sud, que ce soit Thaïlande, que ce soit les autres, ils ont tous appliqué systématiquement. Il y a un montant qui dépasse ça qui est exécuté. Une lutte farouche contre la corruption. Donc une bonne gouvernance. Donc ces gens-là, ils ont profité de quoi? Ils ont vu. Ça c'est le moment. Les Américains sont en train de chercher leurs intérêts. Ils veulent avoir des bases chez nous. Il faut en profiter. Et il faut bien planifier. Et se programmer. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, nous sommes à la même situation. Le Mali est aujourd'hui le centre géopolitique, géostratégique de l'Afrique, sinon du monde entier. Voilà. Donc, nous devons profiter de cette situation pour bien jouer. Et la meilleure façon de bien profiter de ça, c'est la planification à court, moyen et long terme, rapide. Pour la Corée du Sud, il y a un travail là-bas. On vous dit que l'être le plus respecté à Corée du Sud, c'est l'enseignant. Même s'il passe le président, il laisse passer. En Corée du Sud. L'enseignant est l'homme le plus respecté. On ne met pas sa parole en retour. On ne lui demande pas de respect. L'enseignant. C'est comme ça les choses. Voilà. Moi, j'ai fait cette comparaison uniquement pour dire qu'il ne faut pas passer tout son temps à se lamenter du passé. Non. Eux aussi, ils ont été colonisés. Pourquoi ils ne continuent pas à dénoncer la colonisation? Est-ce que cela les a empêchés d'avancer? Le passé, c'est le passé, mais maintenant faisons face à l'avenir. Mais mettons-nous au travail. Le seul désespoir que j'ai aujourd'hui, je ne vois pas suffisamment les Maliens au travail. Ça, c'est le seul désespoir que j'ai. Merci. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, je vais parler à Avocat Média. Vous voulez poser? Oui, je pense que bonsoir. Je pense que mes impressions ont été prises en compte. Juste une question, à savoir notre responsabilité dans tout ça. Maintenant, dans le processus de décolonisation, c'est-à-dire le changement de mentalité, vous pensez que ça doit être commencé où précisément? Est-ce que c'est au niveau
de la gestion de ce que des gouvernants ou bien des gouvernés? Est-ce que ça doit commencer du haut en bas ou bien du bas dans le processus de changement de mentalité de la population? Merci. C'est une bonne question. Bonne question. Mais je vais répondre de deux manières. Je vais répondre en tant qu'anthropologue et puis je vais répondre en tant que citoyen. Peut-être les deux vont se joindre. Parce que moi j'ai fait mon travail sur l'évolution des mentalités, notamment les identités culturelles, les changements des identités. Donc on est revenu à la conclusion très très rapidement que le facteur le plus intransigeant pour changer la mentalité, c'est la réalité. C'est l'économique. C'est le travail. C'est ça, c'est ce qui peut changer la mentalité facilement. Ok? Je viens. Ça, c'est du point de vue anthropologue. C'est-à-dire que pour que quelqu'un puisse arrêter un certain comportement, il faut introduire certaines autres alternatives pour qu'il change de mentalité, parce qu'il va changer la façon de voir les choses. Aujourd'hui, par exemple, tous les Maliens sont dans la terre. On est tous en train d'acheter ciment, faire 6, faire 12 pour construire nos logements, n'est-ce pas? Mais si tu fais juste tout de suite une bonne politique de logement, on va abandonner ça. On va changer cette mentalité. On va aller vers les jardins agro-business. Un exemple. Maintenant, quand tu dis maintenant pour la décolonisation mentale aujourd'hui, pour qu'on puisse abandonner cette aliénation mentale, ok? Donc il faut toujours le même facteur économique. Le facteur économique qui peut changer la mentalité, comme je l'ai dit, c'est le travail. C'est ça. C'est le travail qui apporte un fruit. Le travail qui apporte quelque chose, qui va nous faire changer. Tant qu'il n'y a pas quelque chose économiquement pour faire changer, on ne changera jamais de mentalité. Bon, donc ça veut dire, aujourd'hui au Mali, si tu veux avoir un changement, c'est le top-down et le bottom-up. C'est les deux qu'il faut faire. Oui, c'est les deux. Le top-down est très rapide en ce sens que les leaders, quand les leaders se mettent à la tâche, on suit. Aujourd'hui, par exemple, Hachim adoré, adulé, Shogel, de serait-ce que quand il a amené son habit traditionnel, là, tout le monde est de façon de vanner là. Hein? Voilà. Donc, si ceux qui sont au top, s'ils font de très bons comportements, le peuple suit. Ok? Donc, ils peuvent être de très bons rôles modèles qui peuvent changer les comportements. Mais au bas niveau également, il faut aller au niveau de l'école. Depuis l'école, il faut changer le curriculum. Il faut changer les comportements, la façon d'apprendre aux enfants. Hein? Il faut changer. Par exemple, il y a des nouvelles écoles à Ségou maintenant, Fangafi, tu comprends, où les enfants apprennent la menuiserie depuis 6 ans, 7 ans. Et à 8 ans déjà, ils fabriquent leur propre poste à radio. Là, tu vois, non? Donc, il faut changer les choses et il faut changer le comportement à la maison. Ok? Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on ne travaille pas? C'est parce que nous n'apprenons pas à nos enfants à travailler du tout. Ou bien je n'ai pas compris la question. Voilà. Je vais juste ajouter, parce que il y a beaucoup de questions. Nous aussi, on fait des brainstorming par rapport à la situation du pays. Je suis arrivé à un moment donné où j'ai besoin de la réponse d'une question que je me pose. Est-ce que l'esclavage n'a pas, je ne sais pas, les effets, parce que nous, on est la nouvelle génération, nous, on n'a pas connu ça. Peut-être qu'on a lu, mais je vois que nos anciens sont vraiment choqués par rapport à ça. Ils sont vraiment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre. Moi, je voudrais savoir comment on peut. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui pensent que, c'est-à-dire on n'est pas assez. On n'est pas arrivé au moment où on doit être indépendant. C'est-à-dire, c'est ce que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait ça précisément? Bon, je peux répondre encore de deux manières. Par exemple, pour votre génération, c'est différent de notre génération. Aujourd'hui, nous, à notre niveau, on a fait beaucoup déjà de travail. Nous, on sait qu'on peut se développer sans qui que ce soit. À part le fait qu'on ne peut pas vivre sans les autres. OK? Mais on ne peut pas compter les autres. On ne met pas les autres à sa place. Parce que nous, on a été élevés dans le sens du travail. Nous, depuis qu'on est petit, on travaille à la maison. C'est ça le plus important d'abord. Vous n'avez pas travaillé à la maison. On ne vous a pas obligé à travailler à la maison. Vous ne faites pas la vaisselle. Vous n'allez pas couper du bois. Vous ne prenez pas l'eau. Vous n'allez pas au champ. Vous ne faites rien.
La bonne est là, tout le monde fait. C'est comme ça qu'on vous a formé. Et puis surtout, on a mis dans votre tête que tu ne peux rien devenir. Il faut que tante te donne un travail. Il faut que tonton aille chercher pour toi. Il faut que papa t'envoie au Maroc et puis après qu'il aille chercher de l'emploi pour toi. Et, pardon? Voilà. Donc, vous ne croyez plus en vous-même. Et maintenant, pour retourner à tout ça, c'est ça, ça va faire beaucoup de débats, mais il a donné. La conclusion simple, c'est de retourner au travail. Tant que tu travailles à la maison, tu sais que tu ne dois pas compter sur quelqu'un. Et tu dois faire ta voix. Ce n'est pas à ton père de chercher pour toi. Tout ce qu'il devait faire pour toi, il l'a fait. Il doit te nourrir, t'as nourri. Tu devais aller à l'école te battre, tu dois te battre. Si tu ne te bats pas à l'école, ce n'est pas grave. Tu peux aller couper du bois ou aller fabriquer des briques pour vendre. Mais tu dois travailler. Et le père doit veiller à ce que tu le fasses. Mais le problème, c'est que, est-ce qu'un père à Bamako peut faire ça? Tu ne peux pas apprendre à travailler à un enfant si toi-même tu n'as pas le milieu du travail. Moi, je n'ai pas un jardin. Je n'ai pas un champ où je peux amener mes enfants pour leur montrer comment on cultive. Sauf si je les envoie au village, si j'ai un village. Donc, bref, c'est un grand débat, mais la conclusion, c'est réintroduire le travail. Il ne peut pas avoir de discipline sans le travail. Le seul milieu où on exerce la discipline, théoriquement, pour bien comprendre, c'est qu'il y a un milieu de travail. Le seul milieu où tu peux avoir la réussite, c'est quand il y a le travail et la discipline égale et réussite. Maintenant, quand tu n'as pas le travail, tu n'as pas la discipline, comment tu vas réussir? Donc, il faut ramener, on revient jusqu'au travail. Et le Malien, ce qui a caractérisé le Malien dans toute son histoire, c'est le travail. Et c'est ce travail qu'on a abandonné il y a juste 30 ans ou 40 ans. Nous, quand même, on a un peu travaillé. Je veux dire, pas seulement à l'école, mais à la maison. Et jusqu'à aujourd'hui, par exemple, un jeune de votre génération, là, on va en brousse tout de suite, là, moi, je vais te battre. Je peux faire plus de briques que toi. Je peux couper plus de bois que toi. Je connais les vaches plus que toi. Quand on va semer du mil, je sais faire le travail et l'entretien plus que toi. Mais c'est ma faute, parce que c'est moi qui suis ton oncle, mais je ne t'ai pas formé. Moi, je vais ajouter... Pardon, pour ne pas trop long. Moi, je vais juste ajouter deux choses. Alors, le changement de mentalité en réalité, ça dépend même de la conscience de soi. Et cette conscience de soi se rapporte à la culture. La culture qui est fondamentale dans tout ce que nous faisons aujourd'hui. Il n'y a pas très longtemps, j'ai écouté la chaîne russe, où on dit que finalement, toute l'éducation va être basée sur les connaissances traditionnelles. En Russie, il y a 3 semaines, comme on a dit, toute la formation va être basée sur les connaissances traditionnelles. J'ai été une fois en Chine. La base de leur formation, c'est la culture. Ça fait partie des 3 grandes matières, la culture. C'était comme vous, quand moi je partais en Union soviétique, tout ce que j'apprenais, je savais de la culture malienne, c'était dans les livres que je les avais appris. Mais c'est avec Adama Diokolo Koulibaly, qui était là-bas aussi, qui a vécu dans les traditions, dans le village, qui est passé par le commun, qui connaît toute la pratique parce que lui-même, il a été initié. Et c'est grâce à lui que j'ai appris des choses que je n'avais jamais su dans les livres. Et donc c'est la culture qui est fondamentale. Sans cette culture-là, on ne peut rien faire. Et c'est ça même qui peut changer les mentalités. Moi, j'enseigne une matière à l'université qu'on appelle iconographie et symbolisme de la sculpture traditionnelle africaine. C'est-à-dire que nos sculptures traditionnelles africaines, c'est les sculptures sacrées. Mais on peut les désacraliser pour les utiliser dans les jeux. Mais c'est des sculptures sacrées auxquelles on fait des libations, des sacrifices et autres. Et les vœux sont exaucés. Mais vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous ne croyez pas à ça. Et quand moi j'ai dit que moi-même je suis musulman, et souvent je vais à l'église, je vais à la mosquée, mais et les gens me disent que c'est interdit. Et je dis, mais qu'est-ce qui a interdit le boli? Il dit, c'est dans le Coran. Mais je dis, le Coran, c'est une religion importée que nous avons adoptée. Et nous les pratiquons comme si nous étions des Arabes. Mais nous avons nos cultures traditionnelles. Il faut aller auprès des vieux pour mieux apprendre ça. Il y a un Ivoirien qui m'a dit que le Malien a le complexe de coloniser. Ce que vous dites là. C'est vrai, on a été colonisé. Mais après, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit rester comme tel? On a le complexe de coloniser. Et là, il faut sortir de ça. Le débat qui se pose aujourd'hui à l'université, moi je vais vous dire, c'est la question concernant la suppression du bac.
Les gens ont peur de toucher le sujet, mais la question se pose aujourd'hui. Et une fois en Chine, j'ai posé la suppression du baccalauréat. J'ai posé la question à un Chinois, est-ce que les enfants chinois redoublent? Le monsieur me ramène la question, il dit, mais monsieur Camara, que veut dire redoubler? Je lui ai expliqué ce que cela voulait dire. Et il a dit, si j'ai bien compris votre explication, ça veut dire qu'aucun Chinois normal, aucun enfant normal chinois ne peut redoubler une classe. Il a dit enfant normal chinois, parce que les enfants qui sont malades sont dans les écoles spécialisées. Donc aucun enfant normal chinois ne peut redoubler une classe. Et si cela arrivait, c'est le professeur qui est en faute. Et toute leur formation est basée sur la culture, la civilisation chinoise. Et prenez l'Union soviétique, il n'y a pas de bac. Nous, on a rencontré nos collègues à l'université. On ne pas les bacs. Voilà. En Chine, voilà, oui, après 17 classes. En Chine, il n'y a pas de bac. Ils ont ce qu'on appelle le Gaokao, le grand examen. Ça veut dire que vous avez, quand vous arrivez en terminale, voilà, quand vous arrivez en terminale, vous avez les attestations. C'était 9 classes. Ah, ok. Nous, après, quand vous arrivez, ils ont ajouté, c'était 10. Ah, ok. Sinon, c'était 9 classes. On appelle maintenant égayé. Ah, ok, d'accord. Ah, ouais. N'est-ce pas, non? Maintenant, quand vous terminez l'éducation fondamentale, secondaire, là, on vous donne une association qui prouve que vous avez terminé. Mais au Mali, si tu n'as pas le bac, tu tombes au niveau du F. Carrément au niveau du F. Donc là, qu'est-ce que les gens pensent aujourd'hui? Il faut supprimer le bac, organiser le contrôle continu, attribuer des attestations à ceux qui ont le niveau, et ensuite faire un concours d'entrée à l'université pour pouvoir gérer le tort. Et ça, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est ce changement-là qu'on doit faire, qu'on doit penser, quoi. On a supprimé le CP à Mouchen. Oui. Et le bac n'est pas la meilleure façon d'évaluer un étudiant malien. La preuve, elle est que les premiers en terminale échouent au bac. Ah, mais pourquoi c'est là? Si c'est le problème de niveau, pourquoi? Donc, effectivement, cette question-là. Donc, il faut, comment on appelle ça, une nouvelle avance au niveau de la formation. Voilà, donc la culture là, tu vois que la connaissance même, la base de la connaissance des sensations, tout ce que nous sommes en train de dire là. Nous, on a appris ça en philosophie, les sensations. La base de toutes les connaissances, ce sont les sensations. C'est pour cela que quelqu'un qui est né sourd ne peut jamais parler dans la vie, quoi. Parce que pour parler, il faut imiter, il faut, voilà, il ne peut pas, il n'entend pas, qu'est-ce qu'il va dire? Pour savoir que cette couleur-là est rouge, il faut que je vois la couleur. Donc la base de connaissance, ce sont les sensations. Et la base des sensations, c'est la réalité objective dans laquelle nous vivons. Et nous avons vécu dans nos réalités traditionnelles africaines et qui nous a cultivés. Nama Siboma, c'est fini pour nous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce qu'il faut faire, c'est ça. Bon, voilà à peu près ce que je voulais dire. Voilà, en 2 mots. Vous avez la parole. Bon, moi, c'est par rapport à sa question. J'avais noté une question de moi. Voltaire. Mais qui est déjà parti. Moi, c'était par rapport aux propriétaires d'écoles privées analphabètes. Je tenais à préciser quand même qu'il y a deux documents qui créent l'école. Il y a l'arrêté de création, donc qui peut être donné à tout le monde si tu as les moyens financiers et physiques de faire. Mais le plus important, c'est l'arrêté d'ouverture. Là, on exige à ce que l'école soit dirigée par un professionnel. C'est ça. On exige à ce qu'il y ait des enseignants professionnels selon l'école et on exige que chacun des travailleurs soit à l'INPS. Donc, moi, je pense que le texte est bon. C'est dans l'application qu'il y a un problème. Je voulais dire ça. Oui, c'est vrai, j'ai vu les textes. Donc, ce n'est pas parce que l'alphabet, il peut créer l'école s'il a les moyens. Il y a les meilleurs textes, c'est dans l'application qu'il y a. Moi, j'ai déjà fait une école privée. Maintenant, pour venir vérifier. J'ai même fait une conférence de droit. Voilà. Pour venir vérifier si l'école est conforme au texte, l'équipe de l'enseignement supérieur qui est venue, il y avait des gens qui ont fait une non sélective. Je ne vais pas le nommer ici. Mais ils ont tout accepté, sans même vérifier. Après, je suis sorti, j'ai dit comment on fait des choses comme ça? Il dit, mais écoute, tu sais, les gars, nous sommes venus, chacun est venu avec sa montre. Chacun a mis des chances pour venir. Donc, le propriétaire a donné de l'argent, et ils ont tout signé, tout accepté. C'est un peu ça le problème. Sinon, ce n'est pas dans les textes. Donc, pour finir, je vais finir avec la suspension de l'AIR. C'est bien, moi, c'est encouragé comme tout le monde l'a salué. Mais il ne faut pas s'arrêter là.
Pourquoi s'arrêter là? Parce que pourquoi il y a tous ces problèmes dans l'air? C'est ce qu'il faut chercher à savoir. Pourquoi il y a tous ces problèmes? Moi, mon père me disait que ni mon frère que tu es parent, c'est que je me réveille ni que pareil. Mon père me disait ça. Mais Allah, il se bat pour quoi? C'est pas pour travailler. C'est parce qu'il y a autre chose. Il faut chercher à savoir. Si on arrive là, il faut aller au fond du problème. Heureusement, il est parti. Oui, j'en ai fini. D'accord, M. Ouattara, merci beaucoup. Je crois qu'il s'est fait un peu tard. Alors, avant la conférence, on nous avait soumis un document, les conséquences de la période coloniale pour le Mali, qui avait été rédigé, n'est-ce pas, par le Ruskidom. Nous allons essayer de le parcourir rapidement. Est-ce qu'après cette conférence-là, on se reconnaît dans ces textes? Premier point, l'espoir d'une vraie liberté. Aujourd'hui, nous créons notre avenir en dehors de l'influence de la France et nous choisissons nos propres partenaires avec lesquels nous nous sentons à l'aise et avec qui il est rentable de faire des affaires. Deuxième point, le gouvernement de transition du Mali mène actuellement de nombreuses réformes sociales, économiques et politiques pour parvenir à une véritable indépendance. Nous sommes conscients qu'il reste beaucoup de travail à accomplir par tous les Maliens. Troisième point, la renaissance de la culture et de l'identité presque perdue est l'un des axes de développement de notre société. Quatrième point, le dialogue intermalien est le seul moyen de préserver un Mali uni et indivisible et le respect de toutes les nationalités qui y vivent. Cinquième point, peut-on dire que le Mali s'est libéré de son passé colonial? Nous continuons à parler français et à regarder la télévision française. N'est-il pas temps de populariser les langues des peuples qui habitent le Mali? Sixième point, l'absence d'une monnaie et d'un système bancaire propre est une conséquence de la dictature française dans notre pays. Nous ne nous sommes pas développés parallèlement avec le reste du monde. Septième point, durant la période où le Mali était une colonie de la France, on peut confirmer des pertes démographiques, sécuritaires, des pertes dans le développement de la médecine, des dégâts écologiques. La France se doit de récompenser ces dommages. De compenser ces dommages. Huitième point, à cause de la France, le pays a été inondé de terroristes. Le contrôle exercé par la France sur les forces armées maliennes a conduit au développement d'organisations terroristes et à une absence de volonté de riposte à temps. Les liens entre ces groupes et le gouvernement français sont clairement prouvés. Pendant que le Mali combat les terroristes, la France exporte de l'or. Neuvième point, dernier je crois, qui doit payer? Le Mali pour le prétendu développement des infrastructures ou la France pour la ruine de notre République? Merci. Voilà. Moi, je crois que tous ces points ont été plus ou moins abordés. Hein, et on se reconnaît dedans. Et moi, je crois que c'est le lieu vraiment de remercier tout le monde. Je peux les remercier, n'est-ce pas? Allô? Je peux continuer à remercier? Ok, d'accord. De remercier. Je remercie surtout les intervenants. Hein, par exemple, Ouattara, Amediata Ouattara, alors qu'il dit qu'il faut que la France paye pour la colonisation. C'est un crime contre l'humanité. Tel que je le connais, en non soviétique, il a été toujours comme ça, intransigeant et très, très poignant sur les points de vue. Alors, professeur Samaké est parti. Je crois que je le remercie beaucoup. Il a apporté beaucoup de choses où il parlait effectivement de l'éducation. Pour détruire un peuple, il faut détruire sa formation, il a dit. Ouattara Fousseini nous a parlé effectivement du franc CFA, n'est-ce pas? Sa contribution était vraiment très attendue. Il a parlé du rôle effectivement de la BCEAO par rapport aux autres banques locales, si je peux dire comme ça, banque locale, BCEAO, banque centrale. Voilà, banque de second rang. Je n'ai pas voulu utiliser ce mot, banque de second rang. Et Keïta Mamadou, n'est-ce pas, a reconnu dans les discours antérieurs, effectivement, c'est tout ce qu'il avait envie de dire. Alors, sa préoccupation a été prise en compte et il nous a effectivement apporté beaucoup d'éclairage par rapport effectivement à ce que nous devons faire finalement. Il y a eu la colonisation et qu'est-ce qu'il reste à faire? Et surtout Ouattara, effectivement, a parlé des infrastructures. Qu'est-ce que nous avons fait de nos infrastructures? Voilà. Et donc, je pense que Abeka, n'est-ce pas, Média, a posé une très belle question par rapport à l'émergence des consciences pour la jeunesse africaine. Je crois qu'il a eu un peu d'explications. Voilà, donc c'est une question très vaste, mais qui est vraiment d'actualité aujourd'hui. Et sur ce, je voudrais vraiment remercier les Maliens au travail. Voilà, d'accord, il faut mettre les Maliens au travail, il a dit. Voilà, donc je remercie Ousmane Diallo
qui a vraiment traité ce thème-là à brûle pour point, parce que c'est hier dans la nuit qu'il a été contacté. Et il a déjà prêté effectivement son service effectivement à cela. Comme je l'ai dit, le professeur Sanoko qui devrait le faire, vraiment a eu des malaises, quoi. Et je remercie effectivement tous ceux qui sont venus ici nous écouter. Vraiment, merci pour votre patience. Je sais que vous avez appris beaucoup de choses et nous allons continuer avec cette expérience-là. Et je remercie effectivement nos amis russes et le Ruski Dom pour avoir pris cette initiative effectivement de nous organiser autour de cette table ronde-là. Alors, nous avons rappelé le cas de notre Kremlin à l'université. Effectivement, nous avions aussi une salle là-bas où tous les anciens de l'Union soviétique se retrouvaient. C'était spontané, hein? Ce n'était pas organisé comme tel. On se retrouvait, on prenait du thé, on prenait du café. Et finalement, les autres professeurs qui n'avaient pas étudié en Russie, jaloux entre guillemets, nous ont intégrés aussi. Ils ont dit qu'eux aussi, ils veulent participer à ça, qu'il faudrait que vraiment ils soient membres effectivement du Kremlin. Et il y a même là un groupe là qui existe, Kremlin Solidarité, maintenant qui a été créé. En tout cas, Alou Tunkara, je vous souhaite beaucoup de courage et je crois que nous serons aussi, les uns et les autres seront aussi prêts pour pouvoir animer d'autres débats, n'est-ce pas, qui pourraient nous rejoindre ici dans Ruski Dom. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Voilà, c'était un bon...